Donc en parallèle, je pense qu'on va le marché va se diviser en deux catégories en fait. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que malheureusement, l'argent que t'as gagné, elle est pas là quoi sur le compte. Ah la France est le meilleur pays au monde pour investir en immobilier. Ouais. Commence à investir le plus rapidement possible. Fais-le là, dans quelques minutes, là, dans 1 heure. Plus t'attends, plus tu reportes ton objectif en fait. Ouais. Salut Sonia, tu vas bien ? Ouais, très bien, et toi ? Écoute, super bien, en plus il fait beau, pas trop chaud. Une journée parfaite d'automne. Parfaite, sur Paris surtout, parce que quand il fait trop chaud sur Paris, on le sent beaucoup. Exact, c'est vrai, là c'est parfait. Eh bien écoute, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui je pense est ultra intéressant, un sujet que peu de personnes connaissent. Donc on va parler d'immobilier, on va pas parler spécialement d'immobilier comme un peu tout le monde, genre immeuble de rapport, cash flow à mort ou alors courte durée. Et justement je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ton sujet, de ta niche en particulier dans l'immobilier, parce qu'il y a très très peu de personnes qui sont au courant de tout ça et qui peuvent être intéressés justement par ce genre d'investissement. Et puis écoute Sonia, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, justement. D'accord. Donc moi c'est Sonia, je suis investisseur immobilier à Paris principalement, ancienne avocate. J'ai été avocate pendant 10 ans. Et ensuite j'ai arrêté la profession parce que j'avais fait le tour, ça faisait vraiment 10 ans que je travaillais dedans, et j'avais au fur et à mesure du temps qui passait, j'avais un intérêt grandissant pour l'immobilier jusqu'à ce que je décide de m'y consacrer pleinement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? Est-ce que t'as été avocate et t'as voulu investir dans l'immobilier, et pourquoi en fait? Ça se rejoint peut-être pas du tout comme ça. Ouais, très bon point, ouais. En fait, ouais, c'est vrai. Donc dès que j'ai commencé à travailler, déjà pendant que je faisais mes études, l'immobilier m'était jamais venu à l'esprit. Pour moi, c'était vraiment un truc de vieux, inintéressant, poussiéreux. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et par contre, c'est dès que j'ai commencé à travailler que je me suis rendu compte que qu'il fallait vivre quelque part, parce que quand on est étudiant, on vit un petit peu partout. Surtout moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des études un peu partout, et je bougeais tout le temps. Et puis je me fichais de où j'habitais. Enfin, tant que j'étais en centre-ville et que je pouvais sortir avec mes copains, c'était tout ce qu'il me fallait. Mais dès que j'ai commencé à travailler, là, je me suis rendu compte que en fait il fallait un logement, et j'ai vu aussi l'expérience de mes parents qui s'en étaient sortis grâce à la maison qu'ils avaient achetée et qu'ils ont pu revendre, et c'est ce qui les a sauvés et ce qui leur a permis d'avoir une retraite confortable. Okay. Ouais, et c'est ça. Donc dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit qu'il fallait que j'achète. Ouais, c'est là où t'as vu les premières galères de la vie, c'est ça? Enfin, pas les premières galères, mais les premiers, il y a ça à payer, et puis effectivement être locataire au début, où va falloir que je commence à construire peut-être un patrimoine, ou que je me fasse un petit peu d'argent autrement. C'est ça, c'est quoi exactement? Au départ, c'était juste l'idée de se loger. En fait, au départ, c'était juste, j'avais vu mes parents qui avaient payé un loyer toute leur vie, et qui avaient acheté une maison assez tard, quand mon père était déjà à la retraite quand il a acheté une maison. Je crois qu'il avait 65 ans à ce moment-là. Donc c'est possible d'investir à tout moment. Mais en tout cas, j'ai vu l'exemple de mes parents qui parce qu'ils avaient acheté leur maison, ils ont pu s'en sortir et ensuite avoir une retraite tranquille, parce que du coup ils avaient revendu la maison quelques années plus tard, acheté un appartement cash, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils ont pu avoir une retraite confortable. Et en fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler très tard. Enfin, en tout cas pour maintenant c'est très tard. J'ai commencé à 27 ans. Okay. Et j'avais rien. Enfin, ça faisait des années que j'étais une étudiante sans le sou. Et c'est là très vite je me suis dit il faut que j'ai clairement au moins un logement de payer pour la retraite, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, tu commences à avoir d'autres idées dans la vie, tu commences à prendre des décisions importantes dans ta vie, où tu dis bon, là j'ai 27 ans, j'approche de la trentaine, va quand même falloir que peut-être que je construise quelque chose derrière, je vais pas rester locataire toute ma vie, parce que sinon j'aurai jamais rien, et puis c'est aussi pour mon avenir, ma sécurité, c'est ces choses-là, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et puis surtout, tu te dis, quand tu vois, les loyers sont élevés à Paris, donc oui. Entre payer un loyer à 1 000 € ou payer une mensualité de crédit, pour un 2 pièces à Paris, il faut compter 200-300 € de plus par mois. Donc moi, la réponse était très claire, quoi. C'était entre le loyer 1 000 € ou une échéance de crédit à 1 400. J'ai préféré acheter, quoi. Et c'est possible justement d'acheter comme ça à Paris et de pouvoir générer la rentabilité derrière, ou parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui peuvent se dire aujourd'hui Paris, on sait que l'immobilier est très cher, et à mon avis investir sur Paris, si tu veux générer un petit peu d'argent, ça sert un petit peu à rien. C'est plus sur du patrimoine, peut-être sur 20 ans, sur 30 ans. Moi par exemple, tu vois, je pense à cette chose-là, et alors que pas du tout, hein. Peut-être que je me trompe totalement, donc justement si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Ah, complètement. Quand tu dis à quelqu'un comme ça que quand tu parles d'investissement immobilier à Paris, spontanément les gens vont te dire non, c'est pas rentable, c'est pas la peine. C'est vrai que en soi, dans l'absolu,
quand tu n'es pas créatif, si tu n'es pas créatif, investir dans une ville comme Paris n'a absolument aucun intérêt parce que tu vas être en négatif, etc. Sauf que moi, en fait, moi j'ai commencé à investir à Paris parce que je m'y connaissais rien à l'époque. C'était parce que j'avais acheté ma résidence principale du coup à l'époque quand j'ai commencé à travailler. Et ensuite j'étais partie à Londres et j'avais mis ma résidence principale du coup en location. Et c'est là que j'ai découvert le principe de la location et du fait que c'est génial parce que en fait on te paye ton crédit quoi. Mais à l'époque j'étais un petit peu en négatif, mais quand même voilà, je connaissais rien, ça me payait mon crédit, je crois que j'ai rajouté 200 € par mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est les prémices quoi en fait. Ouais voilà exactement. Et c'est là du coup après à Londres j'ai connu la galère et là je me suis dit mais en fait c'est plus possible, je dois vraiment assurer mes arrières. Et quand j'ai découvert le principe de l'effet de levier, le fait de souscrire à de la dette pour acheter un actif et qui te génère un revenu, c'est là que je me suis dit mais en fait c'est ça la protection en fait, c'est pas d'aller travailler parce que c'est aussi que je trouvais pas ma place aussi dans le monde du travail. J'ai essayé plusieurs choses et je trouvais pas ma place. On en parlait ouais, on en parlait tout à l'heure. En fait quand tu connais pas, moi je connaissais pas en fait, j'entrais dans la vie active, je savais pas que j'étais entrepreneur en fait. Personne on connaissait pas quoi. Personne ne le sait vraiment. Quand on commence à travailler, on le sait pas et parce qu'on nous a jamais appris ça déjà de base et ouais c'est ça. Moi je me disais je suis pas normale, je trouve ma place nulle part, je comprends pas pourquoi est-ce que aucun travail ne me convient. Et c'est surtout que tu crois même que t'as un problème en fait. C'est limite si tu dois pas aller voir un psy pour régler ce problème et en fait être comme les autres. Ouais c'est ça exactement. Ouais mais je me disais mais je suis pas normale, pourquoi je n'arrive pas à me satisfaire d'un boulot, j'ai fait des bonnes études, j'étais dans des super beaux cabinets et je comprenais pas je me disais mais c'est quoi mon problème. Mais moi tu vois j'étais simple salarié, j'avais un CDI, enfin voilà, j'avais quand même mon CDI et moi mes parents m'avaient vendu ça comme un truc voilà, tu dois absolument avoir ton CDI, tu dois être dans une bonne boîte où ça marche plutôt bien, où il y a ça se passe bien dans l'entreprise et tu verras tout va bien se passer, ensuite tu vas te construire ta vie au fur et à mesure. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout alors que je voyais mes collègues à côté de ça, eux qui étaient assez contents, assez heureux. Bon, tu te plains toujours quand t'es salarié, voilà, ça on l'a vu, je l'ai vu, même moi je me suis plaint, mais c'était plus profond que ça en fait. C'était pas simplement me plaindre et pas être satisfait de plusieurs trucs ou de certaines choses un minimum, c'était vraiment d'avoir une douleur. Enfin moi j'avais vraiment une douleur dans le sens où en fait quand je me projetais, j'arrivais pas à m'imaginer que je pouvais faire encore ça ou même continuer dans cette branche-là avec tu vois des échelons à grimper avec d'autres postes parce que effectivement c'est ça aussi les opportunités que tu peux avoir. Mais je m'y voyais pas. J'avais vraiment cette douleur et je rentrais chez moi le soir en mode non, enfin, je me fais chier, c'est pas pour moi, enfin, je peux pas continuer comme ça, je dois avoir autre chose pour être heureux. En fait, j'étais pas heureux, quoi, tu vois. Je sais pas si toi c'était un petit peu la même chose ou complètement c'est une douleur. C'était une douleur ouais c'était une douleur et surtout comme tu dis en fait il y a le poids de l'éducation. Moi c'est pareil mes parents l'éducation c'était allez faites des études faites ce que vous voulez à la fac, mais vraiment ce que vous voulez, mais faites des études et choisissez un bon métier. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du droit. J'ai une sœur qui a fait lettres modernes, psycho, une autre qui a fait. Et en fait ça n'allait pas quoi. Et moi personne n'était entrepreneur dans ma famille, donc je l'ai découvert avec le temps, à force, à l'usure. C'est ça, c'est à l'usure. Je pense c'est vraiment la douleur. Et ça je le disais, tu vois, j'en parlais avec une personne que j'ai donc en accompagnement. Enfin, même plusieurs personnes, c'était un coaching de groupe. Et moi, je leur disais, de toute manière, si vous voulez vraiment passer à un objectif qui est très haut, enfin qui est très élevé de votre côté, si vous voulez vraiment y arriver, généralement, faut que vous ayez une grosse douleur. Et ça, je m'en suis rendu compte chez beaucoup de personnes que je côtoie, que ce soit des entrepreneurs ou même des investisseurs qui ont plutôt bien réussi. Et bien, effectivement, ils avaient vraiment une douleur au début qui les portait. Et moi, pareil, tu vois, cette douleur, je l'avais et j'y pense encore des fois quand t'as des petits moments où ça va mal ou quand t'as envie d'atteindre un autre objectif, parce que quand t'atteins un autre objectif, c'est humain, après moi je suis comme ça, j'ai envie d'atteindre le second, enfin je passe directement à l'autre objectif et forcément tu rentres encore dans une phase au bout d'un moment où tu vas avoir des galères parce que c'est tout le temps compliqué, tu repasses tout le temps par les mêmes phases et en fait je repense à cette douleur que j'avais parce que je sais que ça me porte et je sais que en fait j'ai pas envie d'être confronté à ce même type de douleur, donc en fait ça me permet d'avancer et voilà. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi. C'est complètement ça en fait, c'est que t'as une échelle de douleur en fait. Dans tous les cas c'est douloureux en fait. C'est soit t'as la douleur d'être dans un endroit qui ne te correspond pas, soit t'as la douleur du coup du parcours du chemin à parcourir pour arriver en fait concrètement pour arriver à ton destin. Et dans les deux cas, c'est douloureux. Moi, ça a été dur de quitter la profession d'avocat. Ça a été très dur parce que on a passé beaucoup de temps, on a fait des longues études. J'aime profondément le droit. En fait, je sais, c'est tout bête, mais le droit, c'est ma passion. J'aime ça et j'adorais mon métier d'avocat, mais j'étais pas au bon endroit en fait.
Et ça a été une douleur, ça a été tout un process en fait de me détacher de cette profession et puis de petit à petit en fait juste de me découvrir investisseur. Ouais, tu vois, moi c'est vraiment différent de toi dans le sens où toi t'aimais vraiment le droit et moi par contre là où j'étais, bon, c'était lambda quoi. Oui, t'avais pas la flamme pour ce que tu faisais. Ouais, j'ai vraiment suivi mon cursus quoi en fait. J'ai vraiment suivi le chemin qu'on te dit, tu vois. Généralement quand tu fais, moi j'ai fait STI 2D. Ensuite quand tu fais STI 2D, tu continues un peu dans le secteur technologique, voilà, ou alors électricité ou je ne sais quoi. Enfin c'est pas là où tu vas aller dans un secteur scientifique après ou je ne sais quoi. Enfin tu peux, mais où tu vas faire par exemple littéraire ou tu vas faire du droit après. Tu vois, c'est pas, enfin on te conseille pas de faire ça. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ouais. Donc j'ai vraiment suivi ce cursus un petit peu qu'on me disait de faire et puis pareil ça a été pareil en fait ensuite dans le salariat quoi. J'ai fait quelque chose en fonction de ce que j'avais fait en termes d'études. J'ai pas fait spécialement quelque chose en fonction de ce que j'aurais aimé faire. Après est-ce que tu vois je savais également ce que je voulais faire, c'est pareil. Je savais pas réellement ce qui me passionnait. Enfin j'ai été je suis très intéressé par le sport mais je savais que bon c'est pas trop tard, mais en gros, voilà, quoi, j'aurais dû faire ça beaucoup plus jeune, même si c'est jamais trop tard. Et ensuite, j'ai découvert, bien évidemment, moi, tu vois, de mon côté, tout ce qui est finance, et j'avais commencé à mettre les pieds dedans, justement. Et c'est là où, justement, j'ai trouvé ma réelle passion du moment et qui m'anime encore, d'ailleurs, pour le coup. C'est génial. En fait, c'est ça que tu vois, en fait, pour découvrir sa passion, ça demande du travail, je trouve. Après, ça dépend. Il y en a pour qui, tu vois, c'est clair. Ils ont une passion depuis l'enfance. C'est pas vétérinaire. Moi, j'avais comme ça une copine à l'école. Elle voulait devenir vétérinaire. Et la vétérinaire, c'était son truc depuis toujours. Et il y en a d'autres, en fait. C'est comme ça. Ça vient plus tard, quoi. Ça vient plus tard, ouais. Ça vient plus tard, ouais. Et c'est vrai que quand j'y pense, moi, jamais j'aurais pu réaliser que j'étais entrepreneur ou investisseur, enfin, à 20 ans, mais jamais de la vie. J'étais tellement loin. Et pourtant, j'avais ma meilleure amie de l'époque au lycée qui me disait je lui disais que je voulais être une femme d'affaires. Tu avais dit ça? Ouais. C'est étrange parce que j'en ai aucun souvenir. Ah ouais. Mais je savais que je voulais bouger, je savais que je voulais faire des grandes choses, mais je connaissais pas. Moi, j'étais, mes parents étaient ouvriers. Ils m'avaient inculqué l'idée de faire des études, d'avoir un métier, l'idée d'être entrepreneur. Enfin, c'était complètement inexistant. Et ça a été un véritable travail, même de faire du droit. Déjà rien que faire du droit, personne dans ma famille. Enfin, quoi que j'ai. Ah, c'est ça, ouais. Quoi, j'ai un oncle notaire. En Algérie, mais du coup à part lui j'ai personne qui est dans le droit. Bon, maintenant j'ai des cousins qui sont notaires aussi, ils ont tous suivi la voie de l'oncle, mais c'était nouveau en fait pour moi. Et tu vois, là où toi tu t'es laissé porter dans ton domaine, moi par contre le droit ça a été une vraie volonté quoi. Ça a été c'est vraiment quelque chose que tu voulais c'était faire. une passion. Je m'étais consacrée au droit, à mes études de droit, et j'ai consacré clairement toute ma jeunesse, toute ma vingtaine à mes études de droit, à mon parcours. J'aimais tellement ça. Et puis c'est encore ta passion aujourd'hui en soi. Complètement, ouais. Peut-être que plus tard tu. J'exclus pas, pas. Mais par contre, ce sera, tu vois, quelque chose pour la bonne cause. Tu vois, je ferai pas, puisque j'ai déjà, du coup, je vis de l'immobilier. Si je me réinstalle comme avocate, là pour le coup, ce sera différent. Et ce sera vraiment pour des passions pour des sujets qui me tiennent à cœur. Ouais. C'est vraiment un truc que tu veux absolument quoi. Ouais. Et l'immobilier justement quand t'as pu faire toi quand t'as pu commencer l'immobilier de ton côté, donc il y a une sorte de passion également qui t'a porté ou Ah bah oui, complètement. Pour moi, on peut pas se lancer à fond. Déjà, on peut pas réussir dans un domaine si on n'est pas passionné déjà. Et c'est cette passion qui fait avancer. Parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on veut atteindre des résultats exceptionnels, c'est un travail de tous les jours. Même si j'ai investi depuis 10 ans. Je me suis vraiment mis à fond à partir de 2018 en fait, quand j'ai arrêté d'exercer comme avocate. C'était l'une des raisons aussi qui m'ont poussé à arrêter d'exercer ma profession, parce que je travaillais trop et je savais que je voulais c'était mon objectif, je voulais bâtir un empire immobilier et je savais que je pouvais pas faire ça sur un coin de table le week-end. Donc j'avais tout fait pour me consacrer à fond. Et là à cette période, c'était H24 IMO quoi. H24. Quand t'as quitté le droit, tu m'as dit que c'était parce que effectivement tu travaillais trop, c'est ça, c'était trop lourd en. C'était des gros horaires, puis j'avais fait le tour aussi, et puis et c'est un milieu qui est très dur, hein, qui est très ça j'en ai déjà parlé, du harcèlement. Oui. C'est un milieu où en fait les conditions de travail sont très rudes. Okay. Je sais que c'est paradoxal parce que bon normalement, c'est là que tu vois que les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais en tout cas j'ai quand même tenu 10 ans dans cet univers. Ça se passait bien, mais c'est vrai qu'à la fin vraiment là je pouvais plus quoi. Et puis surtout que je sentais que là ça y est, j'avais fait 10 ans. Normalement en général quand t'es en cabinet d'affaires, au bout de 10 ans tu deviens associé
où tu pars travailler en banque ou en entreprise, voilà. Et moi, je savais que en fait, j'avais pas envie de devenir associé, hein, clairement. Et c'est là que je m'étais dit, de toute façon, l'immobilier, il faut que je me bâtisse une sécurité. Et je sais pas, je me suis prise de passion pour la pierre. Ouais, puis enfin, comme t'as vu que ça se passait bien, c'est vrai que cette passion, elle a grandi au fur et à mesure, je pense, hein. Enfin, c'est comme moi avec, par exemple, quand j'ai commencé avec la crypto-monnaie en 2016 et là où j'ai eu mes gros résultats en 2017, en fait, j'ai vu, ah ouais. Bon, même si j'ai arrêté un petit peu en 2018 parce que ça avait beaucoup baissé. Après, je me suis dit, ouais, en fait, il y a vraiment un truc à faire là-dedans. C'est vraiment l'avenir. En termes de technologie, ça, c'est un truc qui me passionnait vraiment. Moi, tu vois, je suis une personne qui, tout ce qui est loi, voilà, elles sont là, mais c'est vrai que j'aime pas faire comme tout le monde et ce système de loi, bon, je respecte, mais il y a des choses, j'aime pas faire comme tout le monde. Et je voyais en la crypto-monnaie vraiment quelque chose qui était complètement donc contraire à ce qu'on peut connaître dans le système traditionnel avec les banques, avec l'argent. Je me disais, mais en fait, enfin, tu vois, t'as ce côté un petit peu aventurier avec la crypto-monnaie où il n'y a pas spécialement d'organes centralisés, de ces choses-là où tu te dis ouais, t'es un peu plus libre, il y a une sorte de liberté et justement cette liberté ça m'a beaucoup attiré et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à m'y intéresser vraiment et à faire en sorte que ça soit aussi une passion de mon côté, parce que c'est vrai que je fonctionne beaucoup à la liberté moi de mon côté et tout ce système de loi, bon voilà quoi. Ouais. Ouais, tu veux être indépendant, libre et indépendant. Indépendant, ouais. C'est très important et c'est pour ça que j'aime pas non plus faire un petit peu comme tout le monde, vivre dans les mêmes principes que les autres, les mêmes lois, parce que ça me fait pas vibrer en fait. J'ai vraiment besoin de ma propre liberté, d'être vraiment différent, ouais. Ah, c'est marrant ce que tu dis parce que moi aussi je me suis toujours sentie j'ai toujours eu besoin de vivre ma vie mais comme moi je l'entends en fait. Pareil, j'avais pas envie de suivre mais en fait les sentiers battus, j'avais envie d'avoir mon propre chemin et je sentais en fait que j'avais vocation à faire autre chose mais juste je savais pas quoi. Et en plus le truc c'est que dans le droit, tu vois, c'est vraiment t'es dans un cadre, tout on te tape dans tous les côtés, bam bam bam, on te tape dans tous les côtés pour vraiment rentrer dans une case. Et j'étais rentrée dans cette case. Et sans m'en rendre compte, au fur et à mesure, au fur et à mesure que je rentrais dans cette case, plus le temps passait, plus j'étais malheureuse en fait. Et je savais pas quoi me rendait malheureuse, mais j'étais malheureuse. Tu vois, le jour où j'ai eu le barreau de Paris, le jour où j'ai eu les examens, tout le monde était content, voilà, avec mes potes. Bon, j'étais contente bien sûr, hein, mais j'ai eu, en fait, en me visualisant 10 ans après dans un bureau entre 4 murs. En fait, je me suis sentie mais hyper mal. Genre, j'ai une petite larme qui a coulé le long de ma joue et je me suis dit mais non, je peux pas en fait. Je peux pas avoir une vie normale, c'est chiant en fait. Même si t'aurais eu genre 2 fois plus d'argent, par exemple? Je suis pas drivée par l'argent. Ouais. Je sais que ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui est, tu vois, avocat d'affaires, en finance, investissement immobilier, mais c'est pas l'argent pour l'argent en fait. C'est la liberté, tu vois, c'est l'indépendance, c'est la liberté que ça te donne. Et c'est ça que j'ai aimé avec l'investissement immobilier. En fait, c'est qu'au moins en investissement, tu fais vraiment tes affaires tout seul. Tu vas visiter, tu vas à la banque, tu prends un prêt, tu vas chercher des locataires, et ensuite la machine tourne toute seule. Tu dépends pas de collègues, c'est au moins t'es libre et indépendant, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Tout seul. Je voulais rebondir sur ça pour voir, pour que tu le dises toi-même et moi je trouve que t'as très bien répondu. Non, mais c'est vrai que, en fait, t'as beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais si je gagnerais genre 2 fois plus d'argent ou 3 fois plus d'argent, dans le même cadre de vie que j'ai actuellement, ou alors dans le même travail que j'ai, ça va beaucoup mieux aller. Mais alors que pas du tout. Moi, c'est vrai que quand je disais que je me projetais sur ce que je faisais, rien que quand j'étais salarié, que je me projetais sur 5 ans, sur 10 ans, même voire sur 20 ans, c'est que je le faisais réellement. Et je m'étais également posé cette question en fait si tu gagnes plus d'argent, si tu grimpes les échelons, tu vas gagner automatiquement plus d'argent. Voilà, il y a pas de problème. Peut-être j'arriverai à 3 fois plus au bout d'un moment. Mais est-ce que je serais quand même heureux avec ce cadre de vie que j'ai actuellement? Et en fait, je me suis rendu compte que non. Qu'en fait, c'était pas forcément l'argent qui allait faire en sorte que j'allais être beaucoup plus heureux dans ce que je faisais actuellement. Pas du tout. Et en fait, j'ai découvert au bout d'un moment que le réel problème, c'était ce que je faisais, c'était le cadre de vie dans lequel j'étais, c'était la vie que j'avais surtout actuellement. Et que c'était pas ça que je voulais, quoi. Et que j'étais même prêt, tu vois, à gagner 2 fois moins d'argent. Enfin, bon, j'étais quand même pas très haut, on va pas dire 2 fois moins, mais j'étais prêt à gagner moins d'argent que ce que je gagne actuellement pour vivre justement réellement de ma passion. Et je savais qu'ensuite, également, au bout d'un moment, ça allait
ça allait être beaucoup plus élevé, mais j'étais vraiment prêt à avoir un petit côté négatif sur l'argent pendant du court terme et au bout d'un moment donc voir ce qu'il fallait sur du long terme. Mais pendant ce temps-là en fait effectivement je passais par ma passion et ça me faisait vibrer au moins et ça me faisait plaisir, ça me rendait heureux, ça me rendait libre également quoi. C'est hyper intéressant. Et en fait, c'est exactement ça. Les gens sont souvent un fantasme, en fait, de, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Mais en fait, c'est pas ça. Moi, j'ai remarqué vraiment, donc c'est déjà, effectivement, vivre de sa passion. Quand tu fais quelque chose vraiment qui te plaît, qui t'anime, c'est ça qui t'enrichit, en fait, qui t'enrichit de l'intérieur. Et quand tu es sur ton chemin, quand tu es sur ta destinée, je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais clairement, quand tu fais vraiment ce pourquoi tu es fait, tout est fluide. Déjà, tu es heureux, t'es épanoui, et ensuite, l'argent vient tout seul. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi que j'ai remarqué, c'est que, en fait, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Mais en fait, c'est la manière dont on utilise l'argent qui fait le bonheur. C'est-à-dire que si tu utilises ton argent pour acheter des passifs à longueur de journée, en fait, tu peux gagner 10 000, 20 000, 1 million, 10 millions. En fait, si tu as un mindset, si tu as le mauvais mindset, si tu claques ton argent dans des passifs et dans des choses qui ne rapportent rien, là, c'est le malheur assuré au bout du compte. Alors que si tu changes ton mindset et que tu si tu changes ton mindset et que tu utilises l'argent comme un levier pour acheter des actifs, pour t'assurer une protection, une sécurité, pour investir, là, c'est tout autre chose. Tu vois, avant, quand j'étais avocat d'affaires, je gagnais beaucoup d'argent. Je gagnais très bien ma vie, j'étais confortable, etc. Mais j'avais pas le mindset. Donc concrètement, mon argent, qu'est-ce que j'en faisais? Et encore heureusement que j'ai très vite acheté un bien immobilier. Et au moins, je payais pas de loyer. Mais le reste, je claquais tout en fait. Je claquais tout, tout partait. Et dès que j'ai changé mon mindset, dès que j'ai compris vraiment comment on utilise l'argent, et là ça a tout changé en fait, parce que du coup maintenant l'argent en fait j'ai plus envie de le claquer en fait, parce que c'est une ressource importante que tu dois faire circuler, créer de la valeur, et c'est ça là aujourd'hui, là mon argent je préfère 10 000 fois l'utiliser pour créer de la valeur, créer des choses, faire des belles choses et investir aussi. Je préfère 10 000 fois faire ça plutôt que d'acheter un truc, oui, je me fais plaisir, j'achète des choses, bien sûr, oui, mais c'est vraiment de créer de la valeur, d'investir, et c'est ça, en fait, qui fait vraiment que, déjà, tu gardes ton argent à long terme, et que tu éprouves une véritable satisfaction avec l'argent que tu as. Et ouais, je voulais revenir sur le fait également de se faire plaisir. Bon, c'est pas parce qu'en fait tu vas investir plus d'argent dans des passifs que tu vas pas pouvoir te faire plaisir. C'est vrai qu'au début on se dit ouais, mais si je passe mon temps à investir mon argent, à jamais à penser que à réinvestir ou à créer de la valeur, je vais pas forcément me faire plaisir. Mais en fait si. J'ai été dans ton cas effectivement où j'ai dépensé vraiment de l'argent dans des plaisirs, parce que quand tu commences à gagner de l'argent au bout d'un moment et quand t'as un peu plus de liberté, effectivement en fait t'as besoin, je pense également d'avoir cette chose d'un point de vue mental où tu fais d'autres choses, mais en fait ton argent elle y passe également, et au bout d'un moment tu te rends compte que malheureusement l'argent que t'as gagné elle est pas là quoi sur le compte, et que les plaisirs c'est du court terme, et qu'en fait il va falloir quand même que tu penses à régénérer du passif ou à continuer d'en générer, parce que il faut continuer quoi, la vie au bout d'un moment, il faut assurer une certaine sécurité, mais qu'à côté de ça tu peux quand même avoir donc effectivement des activités pour te faire plaisir. Et moi je m'en suis rendu compte, et puis c'est ce que je fais actuellement, donc je consacre beaucoup plus de temps à tout ce qui est passif, tout ce qui est investissement, mais j'arrive quand même à me faire plaisir à côté. Voilà, c'est juste que maintenant j'abuse pas quoi. Alors qu'avant, je me suis rendu compte en fait que effectivement avant j'abusais. Et ça l'abus, je sais pas si c'est vraiment du plaisir en fait, tu vois, c'est même du trop, c'est même pas du confort, t'es au-dessus du confort et tu fais n'importe quoi, et en fait au bout d'un moment ça va te manger et tu vas limite redescendre au niveau où t'étais avant, et malheureusement tu vas gâcher le travail peut-être que t'as fait et tu vas devoir recommencer. Enfin bref, c'est une perte de temps quoi en fait. Ouais, c'est un très bon point. Et en fait, c'est un peu comme une addiction. En fait, les dépenses comme ça, quand tu dépenses comme ça dans des passifs et que tu penses pas investir, moi je vois ça un petit peu comme une addiction. En fait, tu dépenses, etc. Et puis comme tu l'as dit, puis après ça disparaît. En fait, tu t'es fait plaisir et après l'argent a disparu. Alors que si tu utilises ton argent pour investir, là en fait tu éprouves le plaisir à long terme de ressentir, tu vois, de la sécurité, du bien-être, de la sérénité aussi. Tu vois, de la sérénité. Moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, par exemple, Théophile Hélier, lui, j'aime bien son mindset, en fait. C'est que, il gagne sa vie, avec, du coup, ses business en ligne, mais il claque pas. Il a l'intelligence, de se dire, non, j'ai investi ce que je gagne, et ensuite, je vis des revenus que ces investissements génèrent. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très, très intelligent. Ouais, et puis il se fait quand même des petits plaisirs. Quoi. Ah bah oui, il se fait plaisir. Il est pas bridé entre quatre murs. Exactement. L'un n'exclut pas l'autre, en fait. Ouais. Comme tu dis, c'est juste d'être raisonnable.
C'est d'être ça, c'est raisonnable, faire en fait. la part des choses sur ces choses-là en mode j'investis, je fais attention et effectivement j'ai une part de plaisir à côté, ce qui est pour le mental et même pour ce qu'on a envie de faire dans la vie, ça en fait partie. Hein. La vie c'est pas que des objectifs professionnels ou quoi que ce soit, enfin c'est également donc des choses d'un point de vue personnel en fonction de ses passions autres qu'on a avec l'immobilier, l'investissement ou je ne sais quoi, ce qui est logique. Ouais, Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu fais dans l'immobilier, donc toi, c'est quoi ta niche oui, dans ma niche, l'immobilier? C'est vrai qu'on c'est n'a vrai pas parlé de ta niche. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, ouais. En fait, donc moi au départ, quand j'ai commencé à investir à Paris, c'est vrai que j'étais en négatif. Sur mes 2 premiers investissements, j'étais en négatif. Ensuite, sur le 3e, la banque m'avait fait un prêt, qu'on appelle ça. C'était en gros un prêt progressif où en fait les mensualités commençaient lorsque les autres mensualités terminaient. Enfin, en gros, c'était un petit peu les poupées russes où les prêts des 3 biens se complétaient et ce qui faisait que j'étais en cash flow positif sur les 3 biens, sur mes 3 premiers biens. C'était une banque qui m'avait fait ça, donc c'était très bien. Donc là, du coup, grâce à ce montage financier, j'étais bénéficiaire. Et ensuite, après, petit à petit, j'ai compris, à force de faire des calculs, à force de faire des investissements, j'avais compris que pour ne pas être négatif, il fallait acheter à l'époque en dessous de 8 000 € du mètre. Et ça, c'était quand les taux étaient à peu près à 2%, 2, 3, 4%. Donc il fallait que j'achète à moins de 8 000 du mètre, dans des quartiers en devenir. Et je mettais des loyers du coup qui correspondaient aux loyers centraux du centre de Paris, sauf que moi mes appartements étaient magnifiques, refaits à neuf, donc le prix était justifié et je me retrouvais comme ça en fait à acheter moins cher et à louer un petit peu plus cher que le marché. Donc ça me générait un cash flow neutre en fait, enfin un tout petit peu positif mais pas trop. En gros je me retrouvais. Et puis après à un moment moi, j'ai toujours voulu faire du luxe. En fait, la vision que j'avais quand j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier, c'était, j'avais une vision. Je trouvais que Paris manquait de logements de luxe. Je trouvais qu'il y avait pas assez, qu'il y avait un potentiel et qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et là, il y a à peu près 3 ans, c'est là que je m'étais dit, je vais peut-être changer ma stratégie. Je vais aller me tourner vraiment vers le vrai luxe. Je faisais déjà des beaux appartements confortables, mais j'étais pas dans les meilleurs quartiers. Donc là, il y a 3 ans, je me suis dit, un matin, je me suis dit, allez, je vais regarder dans le 8e que je connais parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas. J'ai travaillé 10 ans, vers les Champs-Élysées. Je vais chercher, pourquoi pas, je vais faire du luxe. Et là, directement, je suis tombée, c'était juillet, je crois qu'on sortait du Covid, ouais. Tout le monde était à la plage, à la campagne, enfin profiter de la liberté. Et moi, j'étais à Paris, j'étais tombée, du coup, là, sur une superbe affaire. J'étais étonnée qu'il y ait personne d'autre sur le coup, mais personne n'était là. Et superbe affaire. Et je l'avais acheté sans faire les calculs, etc. Parce que j'avais juste mon instinct qui me drivait, qui me disait, mais si je veux faire du luxe, je dois aller dans les bons secteurs. Et voilà. Et après, en gros, pour la faire courte, donc je l'ai acheté, j'ai fait une très bonne affaire, je l'ai rénové dans des prestations haut de gamme. Et une fois que je l'ai eu, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends? Parce qu'il faut faire l'achat-revente quand on investit. En fait, c'est que Paris, les villes comme Paris se prêtent plus à de l'achat-revente. Et sur le coup, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le revends? J'avais mis une annonce sur PAP. Et là, j'étais harcelée de messages, mais du monde entier, en fait. Et c'est là que j'avais compris qu'il y avait un véritable marché international de gens qui ont besoin, qui veulent des logements bien de qualité et bien placés. Et quand là j'ai reçu des messages où les gens me suppliaient, vraiment me suppliaient pour me louer l'appart, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis après petit à petit, voilà, je me suis tournée là-dessus et maintenant, du coup je loue. J'ai un meilleur loyer que d'autres personnes parce que je suis sur de la moyenne durée. Moi, j'ai des gens qui viennent pour 3 mois, 6 mois, maximum 8 mois, maximum pour une année scolaire et les loyers sont plus élevés. Ouais, c'est des logements un petit peu haut de gamme, assez luxueux, haut de gamme, c'est ça, et t'attires une autre clientèle, ouais. C'est ça, c'est complètement différent de je pense que j'avais pu dire avec les immeubles de rapport ou même de la simple courte durée, c'est vraiment différent. Les gens viennent généralement pour des missions professionnelles, je pense, c'est ça, c'est ça, j'ai des stages, j'ai beaucoup d'étudiants. Ouais. Des étudiants qui sont prêts à mettre les prix sérieux? Ouais. Je suis assez là l'année dernière, mon premier client, du coup cet appartement sur les Champs-Élysées, c'était un stagiaire allemand qui n'a pas hésité à me louer l'appart 3 mois et demi à 3 300 € par mois. Le mois, ouais. Ouais, le mois, ouais. Okay. En fait, le truc, c'est que c'est ça quand en fait, c'est que ma clientèle, c'est une clientèle qui vient d'un certain milieu et qui veut venir faciliter des beaux logements et en plus à terme tu vois, en plus avec l'encadrement des loyers on en parle beaucoup. Moi je suis pas dedans, enfin déjà j'ai un complément de loyer puisque je fais des logements luxueux et le truc c'est qu'à terme les logements vont se dégrader avec le temps parce que quel va être l'intérêt des investisseurs de continuer à rénover des logements si les loyers sont plafonnés? Ça n'a absolument
Enfin, c'est une fausse bonne idée, quoi. Donc, en parallèle, je pense qu'on va le marché va se diviser en deux catégories, en fait. Les biens plafonnés, et en termes de qualité aussi, et de l'autre, les biens de qualité, mais qui auront un prix. Ouais, je vois. Et je pense même d'ailleurs que t'es d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de crise dans ce type d'investissement, parce que enfin il y a la crise dans l'immobilier. Enfin on en parle par exemple en 2023. Mais est-ce que dans ta niche en immobilier, dans un petit peu le luxe, est-ce qu'il y a vraiment une crise? Est-ce qu'il y a de grosses variations Non, et l'autre truc aussi, c'est que c'est vrai qu'on est hors marché. Ouais. Dans le luxe, en fait, on est hors marché. Et c'est pour ça que j'aime bien. Là, du coup, j'investis vraiment dans le 8e. Je me concentre vraiment, en fait, dans les quartiers chics, parce que là, en fait, tu as pas de crise. Il y a pas de crise. À chaque fois, tout ce que j'ai acheté dans le 8e, j'ai dû faire des offres sans condition de prêt. J'ai dû évincer des personnes qui avaient fait des offres. Vraiment, j'ai vraiment dû concrètement me battre pour avoir les biens, quoi. Parce il faut mettre le prix, quoi, en fait. Hein. C'est pas tant ça, c'est qu'en fait, des petites surfaces, il y en a pas beaucoup. Parce que moi, je veille, du coup, sur le marché depuis 3 ans maintenant. Des petites surfaces, il y en a pas beaucoup. Déjà qui sortent à la vente dans ce secteur-là, il y en a pas beaucoup. Et le peu qui sortent à prix raisonnable, il y en a pas beaucoup. Il y a quoi, 2 opportunités par an. Ouais, donc ça va très vite et c'est pour ça que dès qu'il y a une opportunité qui sort, on est plusieurs dessus et à tout faire pour l'avoir. Et tu dirais justement, pour commencer dans la niche dans laquelle tu es dans l'immobilier, il faut quand même avoir, je pense, un petit peu d'apport également. Enfin, c'est pas comme quelqu'un, tu vois, qui va commencer dans des immeubles de rapport ou de la simple courte durée comme ça, où il aura peut-être pas besoin beaucoup d'apport parce que les prix également des logements sont différents. C'est un petit peu différent, je pense, également en termes d'accès, non? Je veux pas que les gens se mettent des barrières. En fait, tout est possible. Quand on est déterminé et quand on est investisseur ou même entrepreneur, quand on se met des barrières, tu peux très vite arrêter et n'aller nulle part. Tu vois, parce que là, pour quelqu'un qui veut investir dans des secteurs qui sont assez chers, si la personne se dit il faut que j'ai un apport, elle va tout de suite abandonner. Alors que non, il y a toujours des solutions. Tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'apport, il y a plein de biens à moins de 150 000 euros à Paris. Il y en a plein. Ok, tu vas avoir quoi, 12, 13, 14 mètres carrés, 16 mètres carrés dans certains secteurs, mais c'est très bien. Et puis, il faut pas oublier que l'investissement, c'est l'effet boule de neige. Donc, tu peux très bien commencer petit, et même moi, j'ai démarré avec rien, en fait, concrètement. Quand j'ai acheté mon premier bien, c'était les frais de notaire. J'avais mis 1 an. Certes, j'étais avocat d'affaires, ok, mais il faut pas croire quand tu commences, t'as pas un salaire mirobolant. Hein. J'avais un salaire de cadre parisien. Je crois que j'étais en net, il me semble. Je crois que j'étais à 2006 ou 3000 euros. Je crois. Je sais que pour le reste de la France, c'est élevé, mais pour Paris, c'est le salaire de cadre classique. Et j'avais économisé les frais de notaire et je m'étais positionnée sur un petit bien. C'était, je crois, 200 000 euros. Enfin, pour Paris, c'est petit. Mais il y a plein de biens à 100 000, 150 000 euros. Et il faut pas oublier que l'immobilier, c'est vraiment boule de neige. Tu peux commencer petit et ensuite, au fur et à mesure du temps, en fait, en gros, plus tu investis, plus tu as du cash. Plus tu récupères du cash avec les loyers que tu vas toucher, c'est ça? Ouais. En fait, tu peux commencer avec très peu en immobilier. Le tout, c'est de commencer. Pourquoi? Parce que tu vas capitaliser, en fait. Le locataire te permet de générer du capital. Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui a très peu d'apport, ce que je conseille, c'est de se tourner sur un bien, aller entre 100 000, 150 000 euros. Donc ça, 100 000 euros, alors on va dire 100 000 euros. Ça demande 8 000 euros d'apport. Je sais que quand on gagne pas beaucoup, ça peut être beaucoup, c'est une grosse épargne à avoir, mais il suffit de commencer comme ça. Et puis après, il y a en fait, tu les récupères. Tu les récupères avec le cash flow, tu les récupères très vite. Avec le différé travaux aussi, tu les récupères. Tu les récupères très vite. Et puis ensuite, comme tu capitalises, tu récupères des loyers, eh bien, tu as ces 8 000 euros, tu les as x4 en 2 ans maximum, quoi. Ouais, exact. Et puis après, faut aussi se dire que l'avantage de Paris, c'est que si tu arrives à gagner de l'argent sans le patrimoine, c'est déjà très bien, hein, comme tu peux le faire là. Ouais. Et qu'il y a cette notion de patrimoine, c'est-à-dire quand tu vas revendre, je vais pas dire que t'es quasiment sûr d'être forcément gagnant, mais on parle de Paris quand même, et tu as plus de chances quand même d'être gagnant, quoi. Ouais, complètement. Tu regardes la courbe à long terme, la courbe des prix immobiliers. Allez, depuis les années 60, 70, tu vois que c'est que, en fait, la courbe ne fait que, la courbe est ascendante. Il y a des périodes de baisse, comme en ce moment. La plus importante, c'était entre 91 et 97. Okay. Donc cette période de baisse a duré 6 ans. C'était une période assez difficile pour ceux qui étaient actifs sur le marché parce que du jour au lendemain, le marché a fait moins 30%. Mais en immobilier, il faut savoir être patient. C'est-à-dire que si tu investis dans un contexte baissier, comme c'est le cas en ce moment, il faut juste être patient. Ça veut juste te dire que oui, tu vas pas revendre l'année prochaine. Voilà.
Tu vas juste porter ton investissement un petit peu plus longtemps, mais tu capitalises. Et ça ne sert absolument à rien d'attendre. Parce que déjà, c'est pendant tout ce temps où tu attends, d'ailleurs, rien ne te dit que tu pourras investir l'année prochaine. Rien ne te dit que l'année prochaine, les banques pourront toujours financer. Et dans tous les cas, même si les prix continuent de baisser, bah, toi, tu es entré dans le marché et tu capitalises. Tu as déjà enclenché une machine qui te génère un revenu locatif. Ouais, c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que moi je le vois également, les personnes tu vois qui attendent, rien que dans mon domaine, les marchés financiers, donc que ce soit crypto-monnaie, que ce soit la bourse. Il y a toujours un problème en fait, et en vrai il y en aura toujours un, donc faut arrêter de se dire oui mais peut-être que l'année prochaine ou dans quelques mois, ouais mais il y aura toujours un problème. Ouais. À chaque fois. Et forcément tu n'investiras en fait jamais, ou alors tu vas investir mais quand le marché sera en hype, nous ça se voit beaucoup dans la crypto-monnaie, dans les marchés financiers, des gens qui investissent en retard ou des gens qui prennent le train qui est déjà parti depuis je sais pas combien de temps, bah voilà, ils vont y entrer parce que justement ils se disent ah merde, j'ai pas fait les choses au bon moment, les gens ils sont, bah vas-y je vais y aller, bah ouais mais ton risque en fait il est hyper élevé. Oui. Et ça je trouve c'est un vrai problème, donc faut pas attendre. Et c'est surtout ce que je dis aux gens en fait, c'est quoi ton objectif toi aujourd'hui? Peu importe l'objectif d'ailleurs, il y en a c'est beaucoup un objectif comme nous on a pu avoir, cette fameuse indépendance, cette fameuse liberté. Est-ce que ta liberté est-ce que tu souhaites faire attendre cet objectif de liberté, d'indépendance? Est-ce que t'es pressé ou est-ce que c'est tranquille? Non, la liberté, ouais, t'inquiète, je l'ai en objectif mais vite fait quoi. Généralement quand t'as cet objectif là, je suis désolé mais t'as envie que ça se fasse le plus rapidement possible. Donc bah commence à investir le plus rapidement possible. Fais-le là dans quelques minutes, là dans 1 heure. Plus t'attends, plus tu reportes ton objectif en fait. Ouais. Et t'as pas ce changement de vie, t'as rien qui va changer de ton côté. Complètement. Non mais là t'as tout dit. T'as tout dit. Et en plus, encore, et c'est d'autant plus vrai en immobilier quand tu te sers de l'effet de levier. C'est-à-dire que, ok, imaginons ceux qui veulent attendre, voilà, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est des années de capitalisation manquée. Il faut pas oublier que, en fait, le critère numéro 1 en investissement, c'est le temps. En fait, plus tu investis jeune, plus tu capitalises et plus tôt tu atteins cette fameuse liberté et indépendance. Et même si les prix baissent, eh bien, personnellement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi, je préfère acheter un peu plus cher avec un taux plus élevé maintenant, plutôt que d'attendre une hypothétique baisse dans 2 ans, 3 ans, sachant que généralement, quand le marché baisse, c'est que les banques ne financent plus. Oui. Généralement, ça va de pair. Et donc, si aujourd'hui, moi, je dirais à ceux qui se posent la question de si c'est le moment d'investir, moi, je dirais que le plus important, c'est que si vous avez l'accord de votre banquier, si vous êtes jeune, mais il faut y aller. Moi, je préfère 10 000 fois. Moi, j'ai acheté des biens, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, dont la valeur a baissé. Mais ça n'a absolument aucune incidence sur le fait que j'ai mis en place des machines, des systèmes qui marchent pour moi et qui génèrent des loyers et qui remboursent du capital sans effort. Et surtout, en fait, le calcul qu'il faut faire aussi, c'est si tu attends, en fait, il faut calculer. Moi, je sais pertinemment que si tu achètes même légèrement un petit peu plus cher avec des taux plus élevés, eh bien, en fait, c'est une espèce de surprime que tu payes si le marché baisse par la suite. C'est une espèce de surprime que tu payes en amont et en gros ça veut dire que tu devras payer 3 ans de plus, maximum 4 ans de plus de crédit, ton locataire, pour atteindre le niveau des prix, aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et encore, tout ça c'est hypothétique. La seule différence c'est que au moins quand tu as acheté, certes si les prix baissent, tu capitaliseras, ton locataire va capitaliser pour toi peut-être 2, 3, 4 années de plus, mais il vaut mieux ça plutôt que d'attendre en fait, parce qu'il se passera jamais rien. Ouais, et puis oui, il se passera jamais rien, il y aura toujours un problème, c'est comme t'as pu le dire, effectivement, il y a un inconvénient dans chaque phase, ouais. C'est-à-dire que quand les prix montaient, les gens pouvaient se dire bah ouais mais c'est trop, je vais attendre que ça baisse, et maintenant que les prix baissent, maintenant les banques resserrent les vannes quoi. Complètement. Et donc en fait, il y a toujours un problème et les gens doivent se dire bah ouais mais maintenant que les banques resserrent les vannes, je vais attendre qu'elles desserrent les vannes. Ouais, c'est ça. Tu vas desserrer les vannes, ouais, ça va augmenter. Alors qu'en fait, c'est juste la bonne, alors que quand on est investisseur, on doit s'adapter au marché et chaque condition de marché a ses opportunités. Là, c'est le moment, je l'ai déjà dit, là, c'est le moment idéal pour acheter. Là, si vous pouvez acheter, mais c'est le moment idéal. Et puis, et comme ça, vous capitalisez. Et puis, quand le marché remontera, quand tout le monde aura de nouveau envie d'acheter, là, ce sera le moment parfait pour vendre. Et vous aurez capitalisé déjà des années, quoi. Ah, parce que là, qu'on le dise bien, même moi qui suis pas dans l'immobilier, je le sais parce que voilà, j'ai un point, j'ai une visualisation de l'économie où ça me permet de voir les différentes choses qui se passent. Aujourd'hui, les personnes qui sont en position de force, ça soit dans l'immobilier, même dans la crypto, dans la bourse en ce moment, ce sont les acheteurs. Ouais.
ce sont pas les vendeurs. Là, les vendeurs, ceux qui veulent vendre par exemple dans l'immobilier, ceux qui veulent se presser, c'est un peu compliqué, ils vont devoir baisser les prix, quoi, en fait. Donc les acheteurs sont en position de vente, et c'est pareil, moi, dans les marchés financiers, c'est que t'en as qui ont mal acheté, généralement, qui ont mal investi, et ils sont à des moins 50%, des fois même plus, des fois même un peu moins, mais ils perdent de l'argent, et le problème c'est que le temps il passe, et qu'ils se rendent compte que l'objectif qu'ils voulaient, il met du temps à arriver, ça n'arrive pas, ils savent pas quoi faire, et des fois ils ont tendance à capituler, on appelle ça, à vendre, et en fait qui sait qu'en position de force ce sont les acheteurs, parce que pour le coup ils ont tout compris. Ouais. Et ils savent qu'ils achètent à des très bons prix, et qu'ensuite ils ont plus qu'à profiter quand l'économie sera bien. Et c'est pareil dans l'immobilier, hein. C'est peut-être que ça peut être compliqué actuellement, même toi tu vois t'as des baisses là sur certains biens, mais en même temps l'économie elle est pas favorable, donc ouais. Ça fait partie du jeu. Faut comprendre également comment fonctionne l'économie, c'est assez important ça de le comprendre, parce que ça nous permet de penser autrement, et justement ça nous pousse à faire les bonnes choses, hein. C'est de la connaissance, la connaissance est primordiale, hein, si tu souhaites atteindre tes objectifs. Et tu sais que quand l'économie sera bonne, en fait tu vas pleinement en profiter, mais vraiment, et tu sortiras gagnante. Exactement. Je vais pas dire que c'est sûr à 100%, il y a rien qui est sûr dans l'investissement, mais il y a de très grandes chances pour que ça le soit. Et à côté de ça, les gens qui t'ont regardé et qui ont rien fait, se sont dit ah oui merde, quoi. C'est surtout qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que je comprends en fait un petit peu, tu vois, l'angoisse quand quelqu'un met son capital, qu'il le voit fondre. Ça c'est vrai, je peux comprendre ce raisonnement. Mais la différence, c'est que dans l'investissement immobilier, en fait, on se sert surtout de l'effet de levier de la dette. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans tous les cas, même si les prix baissent, ou même si tu achètes un petit peu plus cher, ou même si les taux sont plus élevés, en fait, dans tous les cas, c'est un tiers qui rembourse ses mensualités. En fait, c'est un tiers qui te crée ton capital. Donc oui, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Tu vas payer plus d'intérêts, mais de toute façon, c'est déductible. Mais en tout cas, tu as mis en place la machine. Ça y est, elle tourne et le temps passe. Ouais, et puis comme tu le dis, il y a cette notion de se servir de l'argent de la banque, et ça. Je pense qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas assez, mais en France c'est une très grande chance, hein, parce que dans d'autres pays, dis-moi si je me trompe, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ah oui, la France est le meilleur pays au monde pour investir en immobilier. Ouais. Surtout commencer même, je pense. Hein. Ouais. Surtout, je pense, c'est surtout commencer, et ensuite, une fois que t'as atteint un certain level, tu peux aller à l'étranger, et là, ça devient encore plus intéressant, parce que justement, comme tu dis, t'as capitalisé, t'as des fonds, et dans les autres pays, il faut plus généralement avoir un certain apport, et puis là c'est bénéf, quoi, en fait. Quand t'as cet apport là, tu continues de grossir ton patrimoine immobilier, t'as cette notion de risque, d'ailleurs on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui varie parce que t'investis pas dans le même pays, donc c'est une économie qui est aussi différente, donc ça change un peu. Ouais. Et c'est que du plus en fait. C'est que du plus, ouais. Et tu vois, en France, les banques demandent 10% d'apport. En fait, c'est pour les frais de notaire et les frais de garantie, donc c'est à peu près 10%. Mais même si tu n'as pas beaucoup, en fait, c'est vrai qu'il faut juste rassembler ces 10% là. Et puis ensuite, c'est effet boule de neige. Alors que, en plus, nos taux sont fixes. Là, même à l'heure actuelle, on a les taux les plus bas d'Europe, voire même, de tout l'Occident. Après, je sais pas pour les autres pays, mais je sais qu'en général, on est plutôt entre 10 et 20%. Ça, j'avais vu, notamment dans les pays d'Asie. Ouais. Dans certains pays d'Asie, on est à 10 ou 22% même dans certains pays. Et c'est un levier, mais exceptionnel auquel on a accès en France. Et c'est dommage de pas l'utiliser. Ouais, alors qu'on est quand même je tiens à le rappeler, moi je le vois sur les graphiques, parce que je suis très macroéconomie, vraiment avec ce que je fais, les marchés financiers, crypto-monnaie, bourse. On est vraiment sur des points d'un point de vue économique qui sont pourris. On a vraiment une macroéconomie qui est pourrie. Alors qu'à côté de ça, on a des taux certes qui sont en train d'augmenter au niveau des banques centrales, donc c'est un peu plus compliqué donc de se faire financer, et un peu plus compliqué que quand il y avait des taux à 0, 1 ou 2%, mais c'est encore assez bas par rapport à ce qu'on peut voir un petit peu partout dans le monde. Donc c'est quand même encore une chance, qu'on va dire. Exactement. Et en fait, de toute façon, il faut toujours voir dans chaque période a ses opportunités. Et en fait, il suffit juste de voir des opportunités. Tu vois, là, en ce moment, en immobilier, par exemple, il y a une formidable opportunité avec tout ce qui est DPE, F et G. Là, il faut pas avoir peur. En fait, je dis souvent aux gens qui me posent la question, faut pas avoir peur. En fait, il faut juste isoler les murs. Tu mets des bons radiateurs, fenêtres, etc. Et ça, problème réglé. Qu'est-ce que t'as d'autre aujourd'hui? Enfin, les bureaux, on en parlait tout à l'heure. L'immobilier de bureau a beaucoup baissé. Pour le coup, c'est vraiment le premier type d'actif qui a baissé du fait de la hausse des taux. C'était aussi l'objectif de la hausse des taux par les banques centrales. C'était vraiment de diminuer le niveau de liquidité dans les marchés, et donc de faire baisser les prix de l'immobilier. Sauf que, en fait, les prix de l'immobilier commercial n'ont pas du tout la même dynamique que les prix du résidentiel. Les prix du commercial sont directement liés au financement, en fait, à l'accès au financement et au taux.
Donc là, dans tout ce qui est immobilier de bureau, toutes les foncières de bureau, on a moins 30%. Moins 30%. C'est énorme. Sur un marché tel que l'immobilier, c'est énorme. C'est énorme. Et le résidentiel résiste, mais c'est parce que le marché est complètement différent. Tu vois, on le disait tout à l'heure, quand tu as acheté, même moi par exemple, j'ai acheté avec des taux bas. Ok, déjà j'ai envie de garder mes taux bas, et en plus, les prix de revente ont baissé, donc j'ai absolument mais aucun intérêt de vendre aujourd'hui. Donc les gens gardent leurs biens. Alors qu'en immobilier commercial, immobilier de bureau, là c'est toute autre logique. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est bien que t'aies rebondi sur cet aspect. Bon, il y a des certains points de vue négatifs là-dessus. En fait, dans le négatif, faut surtout voir quel positif tu vas pouvoir en tirer. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand on a une information qui est négative, on va rester dans cette négativité. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que ça se dit. Ouais. Voilà, on va rester vraiment sur cet aspect qui est négatif. Alors qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est ok, ça c'est mauvais, là, voilà, c'est mauvais pour telle et telle personne, mais peut-être que il y a quelque chose à en tirer. En fait, faut voir qu'est-ce qu'il est possible de faire derrière avec ces choses-là. Et comme tu le dis, oui, il faut s'adapter sans cesse au marché. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les grosses boîtes qui étaient présentes il y a 20 ans, elles sont encore grosses aujourd'hui parce qu'elles continuent de s'améliorer, de s'adapter au marché. Elles perdurent grâce à ces choses-là, elles font pas la même chose qu'elles faisaient il y a 20 ans, c'est juste que elles s'adaptent au marché parce que le marché il change constamment. Moi je le vois dans la crypto-monnaie, j'ai commencé en 2016. Sérieusement quoi. Je crois que c'est même l'un des marchés qui se développe le plus rapidement possible. Très clairement, avant... les plateformes à bugger tous quand t'investissais, c'était une vraie galère. Moi je m'en rappelle, c'était vraiment le Far West. Aujourd'hui ça va, ça bug un peu moins, même si y a encore quelques dérives, mais maintenant t'as le KYC, donc la carte d'identité que tu dois absolument mettre. Pareil, avant tu pouvais acheter les autres crypto-monnaies, les altcoins, on appelle ça donc la crypto-monnaie Bitcoin, c'est Bitcoin. Ensuite les autres crypto-monnaies, on appelle ça des altcoins. Tu pouvais les acheter que si t'achetais au préalable avant du Bitcoin. Alors que maintenant, tu peux investir ton argent, tes euros sur une plateforme et acheter n'importe quelle crypto-monnaie. C'est assez simple d'utilisation, beaucoup plus simple qu'avant. Il y a eu les NFT, il y a eu le métaverse. Et tout ça, en fait, ça va tellement vite. Tu dois sans cesse t'adapter au marché. Là, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut que tu t'adaptes. Parce que si tu t'adaptes pas au marché, malheureusement, tu vas sombrer. Ouais. tu vas couler et il faut vraiment s'adapter au marché et en tirer le positif parce que effectivement ça va t'amener peut-être du négatif sur ce que tu as pu commencer il y a plusieurs années, mais ça amène quelque chose de positif à côté et en fait il faut que tu dérives vers cet aspect qui est positif si tu veux continuer de t'en sortir et même si tu commences ouais. Il faut aller faut voir le positif, c'est très important, sinon malheureusement t'avanceras pas. Sinon t'arrêtes en fait. T'arrêtes et tu commences même pas et puis si t'as déjà commencé t'arrêtes quoi et puis tu vas couler à petit feu très clairement. Ouais, clairement. En fait vraiment l'idée c'est dans n'importe quel business en fait c'est de s'adapter en permanence aux évolutions du marché. Tu vois par exemple rien que le secteur de l'habillement. Rien que le secteur de l'habillement là c'est l'hécatombe là depuis 2 ans 3 ans. Tu vois tous les acteurs des années 80 qui ont sombré parce qu'ils ont pas su prendre le virage internet. Et t'as plein d'acteurs comme ça, Kodak, on en parlait tout à l'heure. Oui. Kodak qui était l'acteur majeur de la photographie, Kodak n'a pas su prendre le virage de la photographie numérique et ils ont sombré. Et c'est que comme ça en fait, de manière permanente, rien n'est permanent. En fait, il faut naviguer. En fait, faut apprendre juste à naviguer selon les conditions météorologiques. Et c'est juste ça. Et tu vois, ça veut pas forcément dire soi-même s'adapter, mais peut-être également collaborer avec des gens qui ont déjà compris, qui ont déjà de l'avance sur le côté positif. Et voilà, c'est pas seulement soi-même. Voilà, c'est aussi s'associer avec d'autres personnes ou également travailler avec d'autres personnes qui sont déjà vers cet élément positif, vers cette amélioration pour utiliser leur savoir et également s'en sortir soi-même quoi en fait. C'est comme ça d'ailleurs que font les grosses boîtes Les boîtes si ça perdure c'est parce que c'est pas parce que le mec qui est tout en haut donc le patron il arrive à s'adapter, c'est parce que il va également donc collaborer avec des gens ou recruter des gens qui eux sont déjà dans cette amélioration et il sait en fait que cette amélioration ils vont porter dans l'entreprise en question, donc ça va forcément être bénéfique quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Ouais, en fait c'est juste d'aller chercher les ressources là où elles sont. Et d'être créatif, je pense qu'il faut rester créatif en permanence. Faut rester créatif, ouais, très important. Ouais, parce que moi, tu vois, aujourd'hui, si je parle d'un point de vue
entrepreneur parce que je suis investisseur, mais maintenant je suis avant tout également entrepreneur. Donc j'ai commencé à entreprendre très exactement, c'était en 2020. J'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça avec mon associé qui s'appelle Thibaut. Pour la petite histoire, Thibaut en fait c'est mon meilleur ami depuis qu'on a l'âge de 4 ans. Donc en fait voilà, on est meilleurs amis, c'est-à-dire on a fait plein de choses, un délire quoi, toutes les conneries, tous les trucs comme ça. En vrai on se connaît beaucoup dans les moments positifs. Mais c'est vrai que quand on a été associé dans le business, on a découvert également plein d'aspects qu'on connaissait pas l'un envers l'autre, tu vois, c'est normal. Quand tu te côtoies que dans les moments positifs, tu t'as pas des fois les petits aspects négatifs où tu vois comment réagissent les personnes ou même dans plein d'autres trucs. En plus de ça, tu vois, on est en colocation pour te dire vraiment là associé en colocation quoi. Donc on se voit vraiment tout le temps et en fait, on a pu découvrir que on se complémente vachement bien. C'est-à-dire que moi, je suis très avenant, très sociable, très créatif et même beaucoup trop créatif je pense. Ça c'est vraiment un gros problème également, alors que lui il est très posé et un peu moins créatif, donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, vas-y on continue, pas besoin de créer un autre truc, ça sert à rien, juste développer ce qu'on fait déjà. Et ça pour le coup tu vois c'est une sorte de complément, enfin c'est être complémentaire quoi, très clairement, et ça permet de bien évoluer en fait. Et complètement, la complémentarité, bien sûr, ça c'est une force. Et je pense qu'aujourd'hui dans un business ou même en tant qu'investisseur, ça peut être très important quoi. C'est vrai que l'association est importante pour avancer, parce qu'à un moment en fait tu avances tout seul, on sait bien, mais après tu te rends compte très vite que t'as besoin en fait d'être entouré, t'as besoin d'une équipe, t'as besoin de t'associer, t'as besoin d'autres compétences, et c'est ça qui fait qu'en fait tu progresses. Et puis tes qualités elles ont des limites je pense, tu vois. C'est vrai. Ça te permet de faire ce que tu sais faire de mieux, mais ensuite faut plus. Si tu veux aller plus loin, faut d'autres qualités. Et malheureusement, ces qualités-là, tu peux pas les avoir complètement au même titre que que tes qualités que t'as déjà. Enfin, tu dois les avoir autre part, et c'est pour ça qu'effectivement, collaborer avec d'autres personnes, être associé avec d'autres personnes, ça peut être très utile et ça peut t'emmener très loin en fait. T'as eu la chance de trouver ton associé. Ouais. Complètement. Peut-être que toi, ça viendra au bout d'un moment. Alors moi, c'est marrant parce qu'en investissement immobilier, t'as deux équipes en fait. T'as ceux qui sont tout seuls, qui veulent faire tout de manière autonome, et t'as ceux qui n'hésitent pas à s'associer. Moi, je trouve que en fait, c'est que tous les projets en immobilier, tout n'est pas adapté à l'association. Si tu fais de l'investissement locatif, vraiment, moi, je conseille vraiment de faire ça seul. Pourquoi ? Parce que quand tu fais d'un investissement locatif, c'est un projet qui va être très long, que tu vas porter allez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et si tu t'associes sur ce type d'investissement, forcément, au bout d'un moment, vous aurez pas la même vision. Il y en a l'un des deux qui voudra récupérer son argent pour partir sur d'autres choses, etc. Par contre, sur du court terme, là oui, c'est pour faire de l'achat-revente. Tout l'intérêt, c'est de s'associer, d'associer les compétences, les capitaux aussi. Oui. Ça, c'est aussi c'est hyper important. Mais pour l'achat-revente, moi, je recommande de s'associer. Pour l'investissement locatif, je ne recommande pas. À moins que ce soit dans le cadre familial, bien sûr, avec un conjoint ou avec des parents, les enfants. Mais au-delà, sinon, les intérêts finissent toujours par diverger. Parce que une association avec quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de lambda, c'est complètement différent, je crois, non Non, c'est la même chose. Sur le plan droit des sociétés, c'est la même chose. Tu peux faire une SCI. Voilà. Tu peux faire une SARL de famille, par contre, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ouais. Ça, c'est très bien parce que tu as tous les avantages du LMNP, mais ils sont les inconvénients de la société. Ok. Ouais, c'est justement, j'avais vite fait entendu cette chose-là. Mais c'est vrai que également, tu vois, il y a des personnes, moi, qui m'avaient posé la question de s'ils devaient quand ils voulaient commencer l'investissement ou même le business, ils devaient forcément s'associer. Et j'avais beaucoup entendu dire dans l'immobilier que c'était toujours mieux d'acheter par exemple son premier bien tout seul que de le faire avec un associé dans le locatif, parce que l'association ça peut être cool, ça peut te permettre d'aller d'avoir ce que tu veux en termes de premier achat, ça peut être compliqué, mais il faut voir également les inconvénients avec les divergences que tu peux avoir en termes de si la personne au bout d'un moment va plus être alignée avec les mêmes principes que toi ou complètement, ouais. Bon, autour de moi, tous ceux que je connais qui se sont associés pour faire du locatif, en tant qu'amis, je parle pas encore une fois du cercle familial, mais ça généralement, ça a pas tenu très longtemps. Ouais. Parce que très vite, l'un des deux a d'autres objectifs,
Et puis surtout, en fait, c'est que quand tu achètes un bien immobilier en SCI, par exemple, ou même en nom propre, enfin, t'as quand même une responsabilité. Donc, faut être certain de la personne avec qui tu vas investir. On va dire qu'au début c'est très risqué quoi. Enfin là tu privilégies pas trop Je recommande le pas. risque, ouais. Je recommande pas de réaliser, en tout cas pour un premier investissement. Moi je recommande de rester simple, c'est-à-dire de faire ça soit tout seul, soit dans le cadre familial, et de faire ça en nom propre. Et d'ailleurs, tiens, je voulais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses du fait de se diversifier, de trop se diversifier au début, c'est-à-dire voilà. Alors moi, je veux atteindre cette fameuse indépendance. J'ai envie de changer de vie, c'est très important pour moi. Bon, j'ai commencé à investir dans l'immobilier parce que j'ai vu que c'était cool d'investir dans l'immobilier. Ah, puis là, il y a des gens qui investissent dans la crypto également, dans la bourse. Vas-y, je vais faire ça également. Est-ce que tu penses que cette diversification au début, c'est nécessaire ou ça peut justement te jouer des tours? Je pense que la réponse est dans la question. Non, je sais pas. En fait, c'est très bien de diversifier et il faut diversifier quand on fait de l'investissement. C'est vrai qu'il faut diversifier les supports, ça c'est sûr. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est de faire un par un. En fait, c'est d'abord, pour moi, le plus simple, c'est de commencer par l'immobilier. Pourquoi? Parce que pour l'effet de levier. Parce que tu vas générer en fait du capital. Certes, tu vas mettre un apport de 10% au départ, mais tu vas très vite du coup récupérer cet apport avec le cash flow, avec la revente. Et là, pour moi, le plus simple, c'est de commencer par l'immobilier, bénéficier de l'effet de levier, et ensuite de diversifier. Après, soit du coup d'utiliser le cash flow, soit d'utiliser du coup le produit de la revente, et là de partir sur d'autres types d'investissements, mais un par un. En fait, moi je crois pas. Après, il y a peut-être des gens pour qui ça fonctionne, mais moi je crois vraiment à la concentration. Il faut se concentrer sur un domaine, le faire à fond, et une fois qu'on a fait le tour, là on peut passer à autre chose. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas fait de l'immobilier comme tu le sais. J'ai commencé par ce qui est crypto-monnaie. Donc moi, je peux le dire également. Effectivement, si tu commences par la crypto-monnaie, tu peux au bout d'un moment arriver à cette certaine indépendance. Donc c'est complètement différent que de l'immobilier. Et pour le coup, c'est pas parce que l'immobilier, t'as cet avantage de pouvoir potentiellement, donc effectivement assez rapidement toucher du cash flow. Moi, dans la crypto-monnaie, c'est pas pareil. Comment je me suis servi de la crypto-monnaie? En fait, j'ai investi de l'argent et puis je me suis construit une grosse trésorerie, donc plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, je suis arrivé à 500 000 environ. Et ensuite, ces 500 000, je les ai investis dans du passif, donc dans tout ce qui est dividende. Et ça m'a permis justement de remplacer une partie de mon salaire que j'avais en tant que salarié, pas la totalité, mais du moins, ça m'a permis d'avoir cette première liberté. Et en fait, de ce que j'ai vu, de ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné effectivement, c'est que je me suis concentré pleinement à l'investissement en crypto-monnaie. C'est-à-dire que, comme je t'avais dit également, j'avais acheté une formation dans investissement en crypto-monnaie. J'avais acheté également une formation en immobilier en 2019. Et je faisais de l'immobilier, ensuite je faisais également de la crypto à côté, avec même un petit peu de la bourse. C'est un petit peu la même chose moi au niveau de mon analyse. Et en fait, je voyais que je divisais juste mon temps, mais qu'en termes de résultats, c'était pas trop là, quoi. C'était pas trop ça. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je supprimais quelque chose et que je passais la totalité de mon temps sur une chose en particulier, ça allait peut-être aller beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, l'immobilier, j'ai rien, alors que la crypto-monnaie, l'avantage, c'est que j'ai quand même pas mal d'argent dedans. Et j'ai déjà parcouru un certain chemin, donc vaut mieux que je continue dans ce domaine, et puis surtout que ça me passionnait beaucoup plus que l'immobilier, je vais pas te le cacher. Et pour le coup, oui, donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis consacré pleinement aux cryptos, et ça m'a permis en fait d'atteindre mon objectif que je voulais. Et ensuite, tu vois, je me suis diversifié, j'ai pu faire d'autres choses. Mais pour moi, en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir un très gros résultat en faisant plein de trucs pour l'avoir. C'est fais un truc. Et une fois que c'est fait, tu diversifies parce que justement t'as moins de temps à y passer, et pour le coup tu vas pouvoir te consacrer à une partie de ton temps à autre chose, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Moi je suis d'accord. En fait, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut se mettre à fond dans un domaine pour réussir, vraiment à fond. Puis une fois que c'est fait, là tu peux partir sur autre chose. Exactement. Bon écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais. Un dernier point peut-être. Oui, tiens, je vais te demander. Ah oui. Donc t'as pas encore fait d'immobilier. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter du coup? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Dans l'immobilier, ouais, moi? Ouais. Tu vois, au début, j'étais quand j'ai pris la formation dans l'immobilier, j'étais beaucoup sur immeuble de rapport, avec vraiment cash flow. Parce que j'avais ce problème d'argent, pas ce problème d'argent, mais je voulais réellement gagner de l'argent tout de suite. Et maintenant que j'ai l'argent pour le coup, et que je vois certaines
beaucoup de personnes de mon entourage qui sont maintenant dans tout ce qui est investissement en immobilier, même entrepreneurs qui investissent dans l'immobilier. Je vois qu'ils ont beaucoup de galères quand même dans les immeubles de rapport et des investissements comme ça. Et je me dis que j'ai beaucoup plus envie de m'orienter vers de l'investissement en immobilier qui est beaucoup plus luxueux. Parce que je sais que j'aurai beaucoup moins de galères, même si voilà, il y a quand même quelques petites galères, hein, c'est normal, mais j'en aurai beaucoup moins et ça m'intéressera beaucoup plus. C'est une sécurité également qui est un peu plus élevée. Moi aujourd'hui, je cherche plus non plus à faire le fou, à faire des rodéos, hein, parce que pour le coup, je le fais déjà avec la crypto-monnaie, j'ai pas besoin de plus de choses. Je cherche des investissements qui vont me procurer un petit peu plus de sécurité, qui vont me permettre justement de faire grossir mon patrimoine, mais sans jouer au cow-boy, quoi. Et pour le coup, je sais que dans l'immobilier, ça serait plus ce concept d'investir dans des logements assez luxueux, quoi. Parce que je sais qu'il y a une meilleure sécurité. Je le vois d'ailleurs. Je connais quelques autres personnes qui l'ont fait. Et ouais, c'est différent. En fait, t'as deux grandes catégories de biens immobiliers. Ouais, t'as les biens immobiliers à rendement, donc vraiment stratégie de rendement. Cash flow, immeuble de rapport, etc. Où là, on met vraiment l'accent sur le cash flow, indépendamment de la qualité du bâti ou même de la valorisation du patrimoine sur le long terme. Et de l'autre côté, tu as l'investissement patrimonial, qui est ce que moi je fais, où en fait, tu mets l'accent surtout sur la qualité du bâti, sur la valorisation à long terme. Et les gens mettent souvent les deux en opposition. Tu vois, spontanément, les gens disent, bah non, patrimonial, on gagne pas d'argent. Bah c'est faux, en fait. C'est faux parce que tu as plein de stratégies différentes. Moi, je gagne de l'argent avec le patrimonial parce que j'ai trouvé une niche, etc. Mais t'as plein de manières. Tu vois, si tu fais de la location courte durée en patrimonial, bah tu vois, si tu investis dans une ville, dans une belle ville bien placée, eh bien c'est du patrimonial. Ton bien s'apprécie avec le temps. Si tu fais de la colocation aussi dans des bonnes villes, c'est du patrimonial. Tu peux très bien gagner. Et il suffit juste d'être créatif. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. En généralement quand un investisseur est soit patrimonial, soit rendement. C'est vrai. Ouais, ça dépend de ton objectif en fait. Et tu vois cette notion d'objectif. Bah moi en fait pourquoi j'ai changé, parce que mon objectif il a changé en fait tout simplement. Voilà, forcément, et c'est pour ça qu'il faut surtout raisonner d'un point de vue objectif. C'est pas parce que lui il le fait qu'il faut le faire, parce que ça se trouve lui il a un objectif complètement différent du tien. Donc faut vraiment raisonner en termes d'objectif, parce que c'est ça qui va te porter. Si tu fais pas en fonction de ton objectif, c'est soit tu vas pas aimer, soit tu vas faire n'importe quoi et forcément t'y arriveras pas. Complètement. En fait, il y a mille et une manières de faire de l'immobilier, et le tout, c'est juste de choisir une stratégie qui colle à ses objectifs et à sa manière de faire aussi, à sa manière d'être, sa manière de faire. Parce qu'il y a plein de personnalités, exactement. Parce qu'il y a des gens, ça les dérange absolument pas, voilà, d'avoir des immeubles de rapport ou avec voilà de la gestion locative un petit peu compliquée. Et il y en a d'autres, ça les fait paniquer. Et donc tout est une question, c'est ça, de personnalité, définir ses objectifs et juste y aller, quoi. Exact. Bah écoute, je pense qu'on va finir sur ça, sur ces belles phrases. Le mot de la fin. Merci beaucoup Sonia, c'était hyper intéressant.